Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un spécialiste, Dorian Malovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service Asie du quotidien français La Croix et également auteur de La Chine sur le divan aux éditions Plomb. Alors pourquoi ces émeutes? Revenons au tout début et à ce qui a mis le feu aux poudres. En fait, ce genre d'émeute aurait pu se dérouler à n'importe quel moment. Il se trouve simplement qu'il y a quelques semaines, dans la province industrielle du Guangdong, près de Hong Kong, il a été affiché une information selon laquelle 2 Ouïghours musulmans auraient violé une jeune fille chinoise. Et la rumeur a circulé et une foule déchaînée s'est pris à 2 Ouïghours de la région du Sud et les ont lynchés, tabassés à mort. Ces images ont été diffusées sur Internet et sur YouTube et sont arrivés évidemment dans le Xinjiang. Et c'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Une étincelle qui aurait pu aussi être provoquée à n'importe quel moment. Là, la relation entre les Chinois et les musulmans ouïghours est vraiment très mauvaise depuis déjà de nombreuses années. D'ailleurs, la version de Pékin n'est pas celle-là, évidemment. Voilà. Alors eux, ils disent ce sont les Ouïghours de l'étranger. Et on voit bien d'ailleurs que c'est aussi le parti de l'étranger qu'ils mettent en avant. Dissidente Rebiya Kadir, on l'a dit, une femme incroyable qui est réfugiée aux États-Unis depuis 2005 après avoir subi 6 ans de prison. Absolument. Elle a passé 6 ans en prison de 1999 à 2005. Elle a été exilée aux États-Unis pour raison de santé. Ceci dit, c'est la meilleure façon pour la Chine de se débarrasser des dissidents en général. Comme les autres, on les envoie à l'étranger, comme ça on est tranquille. Mais cette femme, surnommée la millionnaire au Xinjiang et la mère de tous les Ouïghours par les Ouïghours, a un destin extraordinaire. Elle est née dans une famille très modeste, s'est faite elle-même, a lancé une entreprise et s'est mise à faire travailler les Ouïghours, à former des femmes pour qu'elles trouvent du travail, pour que, effectivement, les Chinois Han ne prennent pas tout le travail. Et elle était membre du Parti communiste, elle était au Congrès à Pékin, et ça a été la chute. Mais est-ce que c'est crédible, l'hypothèse qu'elle a déclenché cela de l'étranger? Alors, la version chinoise est toujours très commode et c'est toujours ce qui est invoqué par les Chinois lorsqu'il y a des troubles intérieurs. Je pense que contrairement aux manifestations au Tibet, ces éclatements à Urumqi ne sont pas provoqués par l'extérieur, mais un ressentiment et une colère très forte de l'intérieur. Et il n'y a pas besoin de l'extérieur pour provoquer cela. Parce qu'il y a eu une forte sinisation. Ils sont passés dans les années 90 de 6%, les Han, à 40%, avec 47 ethnies, et on le disait, les Ouïghours, 40% aussi, 8 millions, et qui accumulent des frustrations en termes de développement économique. Oui, c'est-à-dire pour les Chinois, cette région, elle est fondamentale. Elle est frontalière avec au moins 8 pays d'Asie centrale, énormes, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Kazakhstan, sont des pays très importants. C'est une zone tampon entre l'Asie centrale et les Chinois Han. Deuxièmement, c'est une région qui recèle des ressources, des matières premières énormes, de l'or, de l'uranium, du charbon, du gaz, du pétrole, et le plus grand centre de recherche nucléaire chinois. Alors, évidemment, les Chinois considèrent ce territoire comme le leur et vont le préserver et l'entretenir. Et c'est aussi une zone de peuplement chinois. Il y a la surpopulation chinoise à l'est qui, évidemment, a besoin de se trouver des espaces. Et les populations locales se trouvent de plus en plus enferrées, étouffées et dominées au quotidien, comme dans les administrations, comme dans le travail, par évidemment la majorité Han qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité de la communauté internationale sur ce sort des Ouïghours? Je m'explique, en 2001, après le 11 septembre, effectivement, ils ont été reconnus, poussés par les États-Unis d'ailleurs, comme sur la liste noire de l'ONU, des organisations liées à Al-Qaïda. Ça n'a pas aidé pour ce qui était de leur répression. En tout cas, ça a aidé les Chinois à les réprimer. Alors, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour les Chinois, le 11 septembre a été l'occasion rêvée de stigmatiser encore plus une dissidence ouïghour intérieure, c'est-à-dire une dissidence qui existait déjà par le passé, et demandant aux Américains qui, à l'époque, avaient besoin d'alliés pour combattre le terrorisme sur le plan international. Donc évidemment, les groupes musulmans ouïghours qui, on ne peut pas vraiment dire, soit liés directement à Al-Qaïda. Je veux dire, ça c'est un mythe, c'est les Chinois, le gouvernement chinois qui veut nous laisser croire que on a affaire à une branche d'Al-Qaïda, mais ça justifie bien la répression chinoise. On l'a vu pour les Jeux Olympiques. Toujours est mis en avant la menace du terrorisme ou de bombes posées par des musulmans ouïghours. Et on va voir là, au mois d'octobre, pour les 60 ans
de la création de la République populaire, une répression dans le pays en général, mais alors encore plus pour les musulmans, parce qu'ils sont effectivement stigmatisés. Alors justement, quel lien avec les émeutes à Lhasa? On s'en souvient, il y a un an, oui. En 2008, on a l'impression qu'il y a un peu de poids de mesure en ce qui concerne peut-être l'écho ou la répression chinoise. Absolument. Alors écoutez, même si les territoires sont à peu près semblables au niveau de la surface et au niveau de la stratégie, bon, il se trouve que pour le malheur des musulmans ouïghours, ils n'ont pas un Dalai Lama, qui est en exil, lui, depuis près de 40 ans. Qui n'est pas musulman. Qui n'est pas musulman. Il y a aussi une question religieuse. Il y a une image de bouddhiste en Occident qui est liée à la non-violence, la paix, la tranquillité, le combat non-violent du Dalai Lama dans le monde entier. Bon, il n'y a pas de figure charismatique de cette envergure-là chez les Ouïghours. Ils sont 8 millions. Il y a une diaspora ouïghour importante, mais elle n'est pas, là non plus, elle n'est pas encore dans un combat pour l'indépendance, même s'il y a un groupuscule qui le cherche. L'autre veut une autonomie. Et je crois qu'effectivement, si on veut être assez clair, ils ont le malheur d'être musulmans et qu'en Occident, on ne va pas aussi facilement prendre parti pour des musulmans qu'on arrive plus facilement à taxer de terroristes que des bouddhistes tibétains liés à la paix. Pour l'instant, on a entendu d'ailleurs beaucoup la réaction de la Turquie, puisqu'ils sont turcophones, oui, rappelons-le, absolument. Mais moins des autres. Ils sont turcophones, je veux dire, c'est une langue de racines turcophones. En même temps, la Turquie a fait un pacte avec Pékin pour ne plus accepter d'exilés ouïghours sur son territoire. Donc on voit aussi que pour les Ouïghours, on a vu les prisonniers ouïghours de Guantanamo, la difficulté pour les Américains de trouver des pays d'accueil pour les 14-15 Ouïghours prisonniers, soupçonnés d'être en lien avec Al-Qaïda et le terrorisme en Afghanistan. Mais bon, pour le moment, c'est compliqué. Les forces de sécurité chinoises ont lourdement renforcé leur présence là-bas, dans les rues, en particulier dans les rues du chef-lieu Urumqi. Est-ce qu'il faut s'attendre à davantage d'émeutes ? Je ne le crois pas, parce que je crois que c'est très contrôlable, c'est finalement très très facilement contrôlable. Une ville comme Urumqi, c'est une ville moderne, il n'y a plus rien de traditionnel, il y a énormément de garnisons armées, je vous ai dit que c'était une province très stratégique, donc vous avez des militaires, vous avez des soldats et de l'armement partout, et ça va être sous contrôle. Encore plus depuis 2001, et encore plus après les Jeux Olympiques, et encore plus avant les 60 ans de la République. Et vous voyez donc dans le viseur aucun changement de politique de la Chine à l'égard de ces minorités? Ah, ça certainement pas, et une réaction internationale semble assez peu probable. Eh bien, merci beaucoup de cet entretien, Dorian Malovic, donc chef du service Asie à la Croix. C'était donc à la une aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Restez sur notre chaîne pour plus d'infos. Le Monde vous a présenté à la une, l'émission consacrée à l'actualité internationale.